Bonsoir, merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Plusieurs maires élus sont sous le coup de motions de défiance. En tout cas, d'ici le 20 janvier prochain, les maires de Dan Issa et celui de Ngimi doivent convoquer conformément au Code général des collectivités territoriales une session extraordinaire pour justement débattre des motions de défiance déposées contre eux, n'est-ce pas, Balmabrem? Nguingimi dans la région de Difa, Dan Issa dans la région de Maradi, ces deux entités ont vu des motions de défiance déposées contre les maires par des conseillers municipaux. Ces derniers estiment que les élus ne respectent pas le Code général des collectivités territoriales. À Nguingimi, les 5 conseillers dépositaires de la motion reprochent aux maires d'avoir ordonné la construction d'un bâtiment en matériaux définitifs sur la voie publique, la délivrance de pièces d'état civil à des étrangers et le détournement des recettes de la mairie. Ni une personnalité de la mairie, mais nous, notre objectif, c'est on s'est démarqué en fait de la mauvaise pratique. On avait pu dénoncer clairement tout ce qui se passe, ce qui n'était pas normal. Donc, nous n'avons pas un objectif de le faire partir. Nous avons dit aux autres camarades de nous rejoindre et de voter la vérité, ne serait-ce qu'à eux de choisir la voie de la raison. Dans une interview accordée à nos confrères de la télévision Gaskia de Zander, le maire incriminé reconnaît la légalité du dépôt de la motion de défiance, mais écarte toute accusation et se dit prêt à répondre devant le conseil municipal. C'est des diffamations parce que autorisation de construire, on prend le point numéro 1, autorisation de construire sur la voie publique. Nous, on n'a pas autorisé à construire sur la voie publique. C'est un terrain public et ça relève de la compétence de la mairie de donner des autorisations. C'est une autorisation provisoire. Oui, pour ça, la police est en train de faire son travail. Moi, je ne suis pas impliqué dans ça. Donc, vraiment, je n'ai pas contribué et je ne peux pas contribuer parce que le fait de lutter à la délivrance des extraits de naissance à des étrangers, ça fait partie de mes priorités. C'est ce qui fait en sorte que quand je suis venu, j'ai initié un recensement administratif de la population de la commune urbaine de Nguingimi. Le maire Oumara Malam Haladou de Nguingimi a jusqu'au 20 janvier pour convoquer une session extraordinaire comme le stipule le Code général des collectivités territoriales du Niger. Élu lors des élections générales de 2020-2021, plusieurs maires sont confrontés à des motions de défiance, comme ce fut le cas à Difa, Gabi et Tibiri. Il est généralement au centre des revendications des travailleurs et ces derniers temps, il fait donc au cœur de l'actualité de la sous-région. Il s'agit donc du salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est-à-dire le SMIG. Alors, c'est quoi le SMIG et qui sont concernés par le régime du SMIG? Élément de réponse dans ce reportage signé Youssouf Haïdara. Au Niger, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en abrégé est défini par un décret pris en Conseil des ministres. Il est de 30 047 francs par mois, soit 173,35 francs l'heure du travail. Donc, le SMIG, comme son nom l'indique, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Et c'est fixé par un décret qui fixe le nouveau taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger. Donc, soit un montant de 30 047 francs comme salaire. Donc, c'est le décret numéro 2012-359 bar PRN bar MSP du 17 août 2012 fixant le nouveau taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti. Et un autre décret, le décret numéro 2012-358 bar PRN bar MSP du 17 août 2012
qui fixe les salaires minima par catégorie professionnelle des travailleurs régis par la convention collective interprofessionnelle. Et ça, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est par branche d'activité. Et pour chaque heure, il y a un taux bien précis. Il y a la branche d'activité, branche des travaux publics, branche de banque, tout ça là, c'est par branche. Le SMIC ne concerne pas tous les travailleurs. Il concerne seulement ceux qui sont régis par la convention collective interprofessionnelle. Ça concerne les travailleurs qui sont régis par la convention collective interprofessionnelle. Si on parle de convention collective interprofessionnelle, ça veut dire que ça concerne les entreprises privées, semi-privées et les auxiliaires de l'administration publique. Les auxiliaires de l'administration publique. Quant à l'administration publique, à savoir les agents de la fonction publique, ils ne sont pas régis par la convention collective, ils sont régis par le statut général de la fonction publique. L'employeur peut payer au-delà de ce qui est prévu par le décret, mais pas en deçà du taux prévu par le décret. Seulement pour Cheibou Dambaji, fonctionnaire à la retraite et syndicaliste de son actif, le SMIC face à la réalité sociale au Niger ne permet pas une vie décente pour les travailleurs. Si on relève, c'est le minimum qu'il faut pour qu'un travailleur puisse vivre, reproduire ce qu'on appelle la force de travail. C'est ça la philosophie. Mais lorsque vous regardez la manière dont c'est déterminé, vous allez vous rendre compte que ce salaire-là ne permet pas du tout de vivre. Et ce qu'on relève, ça ne semble même pas être la préoccupation des syndicats. Parce que si vous prenez depuis pratiquement 15 ans, chaque année, c'est une revendication que les syndicats posent. Revalorisation du SMIC. Mais ils ne font rien pour que ces gens-là qui connaissent des conditions infra-humaines, je dis bien infra-humaines parce qu'à Niamey, moi, je n'imagine pas pouvoir vivre avec 30 000 francs. Les gouvernants et les autres employeurs du privé, en tout cas, ne font pas la concession nécessaire pour que ces gens-là, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, puissent améliorer leur quotidien. La revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, est partie intégrante des revendications des syndicats des travailleurs au Niger. La dernière revendication date de la récente sortie médiatique de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN. Autre aspect de cette édition, le comité créé le 9 février 2022 par arrêté du ministère en charge de la justice garde des Sceaux chargé de la rélecture et l'adoption des dispositions du code pénal et de procédure pénale en réalité a procédé à une révision du contenu de ces deux textes de loi. Madame Mogoji Momouna Gazibo, coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique, s'est prononcée à cet effet lors d'une interview qu'elle a accordée à nos reporters Hussein Assoumi et Ibrahim Ousmane. La législation nigérienne est décidée à légiférer sur les questions de l'homosexualité et certains actes impudiques. 304 articles sur les 108 dont dispose le code pénal ont été examinés par le comité chargé de relever les incohérences ou inadaptations contenues dans le code pénal et celui de procédure pénale. Dans un extrait du journal de la Voix du Sahel datant du 2 janvier, le président du comité s'est appesanti sur les propositions de répression réservées aux personnes qui s'adonnent à cette pratique. Parmi les propositions de réforme que nous avons déjà adoptées, permettez-moi ici de dire un mot sur un sujet qui défraie la chronique, à savoir la question de l'homosexualité. En effet, nous tenons à rassurer l'opinion que toute une section du projet du nouveau code pénal a été consacrée à son incrimination. Ainsi, notre comité a fait des propositions de lourdes sanctions contre quiconque commet des actes impudiques sur une personne de même sexe ou entretient des relations sexuelles avec une personne de même sexe. Quiconque contracte un mariage
avec une personne de même sexe. Quiconque officie, célèbre ou organise un mariage entre personnes de même sexe ou sert de témoin ou tuteur matrimonial aux prétendus époux. Quiconque, personne physique ou morale, gère, finance, fait fonctionner ou sponsorise directement ou indirectement des organisations, manifestations, associations ou clubs pour homosexuels. Madame Gojame Gazibo estime que cette relecture est appropriée, mais qu'un des articles, notamment le 282 du Code pénal, a été substantiellement modifié et prête à confusion. Il y a quelques semaines de cela, nous avons étudié l'opinion publique sur le fait qu'en réalité, l'homosexualité n'est pas réprimée par le Code pénal du Niger. Le Code pénal du Niger, à son article 282, réprime l'homosexualité des mineurs. Quel est l'impact de l'article 282 qui, au passage, j'insiste pour dire que c'est aussi un article mal écrit. L'article dispose « Quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature sur un individu de son sexe, mineur de moins de 21 ans sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. » La première coquille de cet article, c'est qu'en République du Niger, à 21 ans, on n'est pas mineur. Donc, soit le législateur a voulu que toute l'homosexualité soit réprimée à la fois pour les adultes ou les mineurs, soit c'est une coquille à l'intérieur de l'article 282. Donc la relecture permet déjà de se positionner et de dire clairement, c'est le mineur de moins de 21 ans, c'est l'homosexualité sur mineur de moins de 21 ans qui est réprimée ou sur l'homosexualité de tout le monde. Et parce que pendant longtemps, même dans le débat entre techniciens, certains pensaient que l'homosexualité n'était pas réprimée. Par exemple, nous, on fait partie de ceux qui ont dit non. L'article 282 permet de réprimer l'homosexualité lorsque l'une des parties est victime. Donc, lorsque un texte prête à conviction ou même les techniciens se contredisent, ça veut dire qu'il faut réécrire ce texte. Et c'est la réécriture aujourd'hui qui permet d'avoir 5 points importants qui touchent tout le monde. En tant que technicienne qui vulgarise le droit, la coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique affirme que c'est la mobilisation de tous et l'évolution des mœurs qui justifie cette relecture du Code pénal. Elle espère qu'une fois adoptée, cette dernière tiendra compte de la totalité des préoccupations des personnes qui appliquent les textes et celles auxquelles elles sont appliquées. Dernier aspect de cette édition, la mendicité est un phénomène qui prend de l'ampleur de plus en plus de l'autre côté de Maradi, une pratique contraire aux valeurs islamiques et qui inquiète beaucoup les populations de cette localité. Alors que dit l'islam par rapport à cette pratique exercée aujourd'hui par beaucoup d'enfants de l'autre côté de Maradi? Élément de réponse dans ce reportage signé Mohamed Alpha. La problématique de la mendicité dans la région de Maradi devient de plus en plus inquiétante. Ils sont nombreux les hommes, les femmes et les enfants qui prennent d'assaut les artères, les rues, les ruelles, les carrefours et l'espace public pour mendier. Le prédicateur Nabala Moussa explique les racines qui perdurent malgré le fait qu'elles ne soient pas tolérées par l'islam. La mendicité est une maladie qui est en train de ranger nos sociétés sous prétexte que c'est une pratique islamique. Une pratique islamique. Or, quiconque a lu le Saint-Coran et les textes prophétiques peut dégager cette conclusion avec nous tous. Que l'islam n'a jamais recommandé la mendicité. Il a combattu même la mendicité. Mais il s'est trouvé que on s'était réveillé un beau matin. Voilà, le monde musulman a abandonné sa charte, sa constitution, sa source de formation spirituelle et de doctrine. Nous sommes laissés emporter par nos passions. Et comme conséquence, on est devenu des grands mendiants. Le phénomène a plus d'ampleur du fait de la croissance démographique quelque peu spécifique à la ville de Maradi où la polygamie est de mise. Le nombre d'enfants errants dans les rues est aussi important. Vous vous retrouvez dans la ville de Maradi avec des très jeunes enfants
des très vieilles personnes, hommes comme femmes, et vous vous retrouvez avec des bras valides. Vous allez trouver un jeune de 25 ans, un jeune de 35 ans. Ça donnait à cette pratique de mendicité. Et du surcroît, ce jeune ou cette jeune femme n'a aucun handicap. Elle n'a aucun handicap. Et elle s'adonne à cette pratique. Donc, c'est pourquoi nous disons que beaucoup reste à faire. Il faudrait que la population soit un peu regardante par rapport à cet état de fait. Parce que cette situation, elle n'est pas du tout reluisante pour une ville, pour une capitale économique comme la ville de Maradi. Parce que celui qui cherche à travers la mendicité, s'il n'arrive pas à retrouver gain de cause, il va s'adonner au pire qui est le vol. Il va de soi que l'État, les autorités religieuses et coutumières soient mis à contribution dans les séances de sensibilisation afin d'atténuer le phénomène. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Dans quelques instants, vous suivrez la rediffusion de votre émission Presse Plus avec Abdelrahman Younoussa Issa. Très bonne réception. Au revoir.